Alors, eh bien, la biodiversité. La biodiversité, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut en parler. Ça fait des dizaines d'années, voire plus, qu'on en parle. On ne va pas remonter à René Dumont, on ne va pas remonter à Rachel Carlson, on ne va pas remonter à tous ces gens qui, dans les années 50, sonnaient déjà l'alarme. Mais aujourd'hui, c'est la première édition du Salon de la biodiversité et du génie écologique organisé au cœur du Salon des maires et des collectivités qui se tient en ce moment. D'ailleurs, Sud Radio y sera aujourd'hui et demain. Alors, la biodiversité, effectivement, on en parle et on va en parler avec vous, Maud Lelièvre, et avec vous, Michel Duplessier. Et juste quelques chiffres, on va pas accumuler parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un mois à Cali en Colombie, la COP16 sur la biodiversité. Constat des experts sans appel, les terres, les mers, les êtres vivants qu'elles abritent sont menacés par la destruction de l'humanité. Il y a eu des accords. Alors, 75% de la surface terrestre aurait été dégradée de manière significative par l'humanité, etc., etc. Enfin, beaucoup de choses à dire sur le CO2, sur la qualité de l'air, sur les zoonoses, sur la menace du eau potable. Alors tout ça, on va pas rentrer dans les contestations ou pas, mais incontestablement, il y a un problème. Et ce problème, il est posé. Alors Maud Lelièvre, vous êtes président de l'Union internationale pour la conservation de la nature et délégué général des Écomères. Est-ce que on n'a pas, je vous pose la question un peu pas provocatrice, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à dramatiser la situation? Est-ce que la biodiversité est en voie, je ne dirais pas d'acharnement thérapeutique, mais presque? On n'a peut-être pas pris conscience, au contraire, assez tôt de la disparition de la biodiversité, parce que, contrairement à la question du climat, c'est plus difficile à mesurer, ça se voit pas. Et puis, parler à la fois de coraux, d'antilopes saïga, d'écosystèmes ou d'oiseaux, c'est compliqué à comprendre et à appréhender. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une disparition des habitats naturels, une pollution des océans que vous avez évoquée qui est de plus en plus importante, une pression sur la biodiversité à travers le réchauffement climatique, la fragmentation des habitats, la surpêche, le trafic qui est de plus en plus importante, et on a ce taux accéléré des espèces. Il faut en parler. Oui. Voilà, et on a cette accélération de pression et donc de risque d'extinction des espèces que nous on mesure avec une sorte de baromètre à l'UICN, ce qu'on appelle la liste rouge. Les gens en ont entendu parler parce que parfois on l'a sur le poisson de supermarché ou d'autres choses. Il y a vraiment risque d'extinction des espèces, enfin de beaucoup d'espèces. Sur 8 millions d'espèces qu'on ne connaît pas toutes, on aura 1 million d'espèces qui vont disparaître, et pour celles qu'on évalue, on a des espèces qui sont aujourd'hui quasiment disparues. On pourra peut-être également en parler avec votre autre invité, des espèces qui n'existent plus qu'aujourd'hui dans des centres de conservation ou qui n'existent plus à l'état naturel ou de façon tellement parcellaire qu'on n'arrive plus à les identifier. Donc il y a un vrai risque pour la biodiversité, et la solution, c'est d'inverser, c'est-à-dire d'arrêter la pression trop importante, comme il est nécessaire d'arrêter d'émettre trop de CO2 pour la planète. On peut faire la comparaison, simplement c'est un peu plus complexe pour la biodiversité. C'est vrai. Enfin, la France, on n'est pas les mauvais élèves en matière de CO2. Hein. C'est pas nous, vous le savez. Pas sur le carbone, mais pour la biodiversité, on n'est pas forcément bon. D'abord parce que... Sur le carbone, on est bon. La biodiversité, justement, on est là pour en parler. Alors justement, Michel Duplessier, vous êtes éditeur de marque-page, vous avez fait plusieurs livres. On va parler notamment du livre sur le Congo, parce que ça touche justement à la protection de la biodiversité. Vous avez fait beaucoup d'autres livres, notamment un sur Martial Solal, qui est un très grand pianiste de jazz, que personnellement j'aime beaucoup et que je crois que beaucoup d'auditeurs connaissent. Mais vous avez aussi, je rappelle, vous dirigez, enfin vous occupez, vous gérez les terres de Natae en Bretagne. J'y suis allé. Je voudrais commencer très intéressant et exemplaire par rapport à dire, vous avez commencé quelque chose qui est déjà là, en tout cas qui se visite beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire conserver ces espèces menacées ? Alors conserver les espèces menacées, c'est vraiment devenir une sorte de sanctuaire. On a changé complètement le paradigme. Avant, on visitait des zoos avec des animaux dans des petites cages, etc. Tout ça, c'est évidemment à bannir. Aujourd'hui, on est plutôt dans un centre de protection, de préservation d'espèces en voie critique d'extinction. Et le rôle, évidemment, ultime des terres de Natae,
que je ne dirige pas, je suis partie prenante, mais c'est Sébastien Musset à qui je rends hommage pour son travail formidable depuis 3 ans. Le Feuzeau de Pont-Scorff est devenu donc les terres de Natae, et aujourd'hui, évidemment, en Bretagne, en Bretagne, à côté de Lorient, l'ambition ultime, c'est le Graal, c'est d'avoir un jour du réensauvagement à partir de centres de préservation comme les nôtres. Alors, on est aussi enclin à récupérer des animaux de cirque, des animaux de compagnie qui n'en sont pas, des animaux blessés. Enfin, il y a une notion de refuge qui est quand même aussi très importante. Ah oui, des animaux, oui, aussi des animaux victimes. Enfin, ça peut être des animaux victimes ou des animaux, notamment aujourd'hui, le vrai sujet, les animaux de cirque. C'est important puisque c'est interdit aujourd'hui dans un cirque d'avoir des animaux. Donc, il faut bien trouver les bons capacitaires, les bons vétérinaires, les bonnes expertises. C'est terrifiant de voir des animaux, des tigres ou des lions dans des cages. On se rappelle, on les a tous vus, mais c'était quelque chose de terrible. Justement, on va prendre le temps de parler de tout cela. Mais Maud Lelièvre, en fait, pratiquement, vous dites, les gens quand même ont assez conscience de ça, mais c'est loin. Vous savez, on dit, oui, la biodiversité, ça se perd et tout ça. Mais il y a eu une formidable prise de conscience. Depuis 20 ans, 30 ans, il y a quand même des gens... Qui utilisent des moyens, enfin, c'est autre chose. Je vais parler des gens qui jettent des pots de peinture sur de la grande peinture. Je vais pas parler des gens qui bloquent les routes. Mais il y a eu une prise de conscience quand même. Général. Le Grenelle de l'environnement qui avait réuni toutes les parties prenantes, à la fois le monde de l'entreprise, les associations environnementales, l'État, les collectivités locales, a permis en fait de changer de paradigme, d'arrêter de faire des programmes, notamment pour les villes vertes, villes fleuries, avec des plantations d'arbres, de travailler en corridor, les uns sur la mobilité, les autres sur l'énergie. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est nécessaire d'avoir de la nature en ville, par exemple, parce que c'est mieux pour le bien-être mental. On l'a vu pendant le Covid, c'est plus difficile. C'est mieux pour la respiration avec la pollution atmosphérique. C'est nécessaire pour garder et maintenir du vivant dans la ville. Et puis, c'est bien pour les habitants. Donc, on a des programmes comme ça qui, en 20 ans, ont vraiment progressé. On a utilisé la nature pour lutter contre, par exemple, les inondations, comme qui ont été connues récemment à Valence. Par contre, il y a encore des domaines où on détruit la biodiversité pour faire des grandes infrastructures. On utilise trop de pesticides dans l'agriculture. On a des compagnies aériennes, parfois françaises, qui importent à la hauteur de 1 tonne par semaine des animaux trafiqués qui arrivent en France, qui arrivent d'Afrique et qui arrivent en France dans des bagages parce qu'ils sont revendus ou consommés à l'état de viande de brousse. Donc on a cette prise de conscience, mais la nature a une valeur. Vous dites que par an 1 tonne par semaine, c'est-à-dire 50 tonnes par an. C'est des animaux qui arrivent à l'état de viande, ou bien encore vivant parce qu'il est de bon ton, grâce à Internet, d'avoir des jolis scorpions ou des serpents dans ces aquariums. Trafic de drogue, trafic des humains et puis trafic des animaux. Le trafic des animaux, alors évidemment l'ivoire, mais la viande de brousse et les animaux sauvages rapportent aujourd'hui plus que le trafic d'êtres humains. Et c'est pour des groupes terroristes une manne importante. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les populations locales pour éviter qu'elles soient... Ça, on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage. Et c'est bien. Qu'elles soient soumises à ces pressions. Vous faites bien d'en parler. On reprend juste après cette petite pause avec Michel Duplessis et Maud Lelièvre. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Percoff et ses invités. France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Maud Lelièvre, on parle justement de ce salon de la biodiversité et du gynécologique. Vous pouvez y aller si vous êtes ailleurs à Paris ou si vous visitez Paris, puisque le salon des maires et des collectivités est ouvert depuis aujourd'hui, 19, 20, 21 novembre. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne s'agit pas un peu, là je provoque aussi un peu, mais pas tellement, que qui trop embrasse mal étreint. Je veux dire, quand vous parlez de végétaliser les villes, c'est vrai, mais en même temps, je pense à tous ces agriculteurs, et vous savez en ce moment ce qui se passe. Ceux qui vivent, et ils sont nombreux, à 800 € par mois, ceux qui se suicident tous les 2 jours, et ce n'est pas une figure de style. Est-ce que la priorité, au lieu de végétaliser les villes et de s'occuper peut-être un peu plus de désencombrement, ce que vous faites aussi bien sûr, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas de retrouver aussi la nature telle qu'elle est, de protéger les gens qui protègent la nature par les et compagnie, c'est-à-dire, est-ce que souvent on a l'impression que cette biodiversité, je ne parle pas spécifiquement de vous,
C'est-à-dire que, si vous voulez, on a l'impression, tant qu'on regarde le paysage, que voilà, nous on fait des efforts formidables pour le CO2, le carbone et compagnie, mais la Russie, la Chine et l'Inde, c'est 65% de l'émission de carbone. Et vous savez très bien, le carbone, il connaît pas les frontières, hein, le CO2, il passe, le gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de priorité à voir et à reprendre par rapport à ce qui se passe ? Je veux avoir votre avis. Vous savez, moi, je suis fille et petite-fille d'agriculteurs du Maine-et-Loire. Donc, j'ai vu mon grand-père planter des haies, des arbres fruitiers, les déplanter parce qu'il y avait des subventions européennes, devoir s'adapter sans arrêt à de nouvelles réglementations. Je pense qu'il faut faire confiance à nos agriculteurs et les aider dans la transition, parce qu'on ne peut pas vouloir une société qui mange des produits bourrés de pesticides qui vont demain donner des cancers à des enfants, jouer sur la neurologie. Donc, il faut aider les agriculteurs, leur aider à retrouver leur métier, les soutenir pour leur donner des bonnes conditions d'exercice. Plus personne n'a envie de travailler 80 heures par semaine, ne pas avoir un seul jour de congé, même le jour de Noël. C'est le cas aujourd'hui. Et le sujet, c'est qu'il ne faut pas laisser l'Europe décider de tout en matière d'agriculture. Il faut avoir une autre vision et de l'alimentation et de l'accompagnement. Moi, je crois beaucoup au travail entre les territoires, les collectivités locales et les agriculteurs. On a, par exemple, dans des villes, des cantines, des maisons de retraite qui sont nourries par des ceintures vertes, c'est-à-dire des agriculteurs qui travaillent main dans la main avec les collectivités locales, qui les payent au vrai coût de production et pas à des bas coûts. Et il faut arrêter de tirer sans arrêt les prix vers le bas, parce que de toute façon, ça joue sur la santé, ça joue sur la biodiversité et l'environnement de façon générale, et puis ça joue sur l'humain. Si on n'a plus d'agriculteurs demain, on va dépendre de pays étrangers pour nous alimenter. C'est déjà le cas. Et puis le sujet opposé ville à campagne, moi je pense qu'on a des sujets communs. Aujourd'hui, on a des villes trop denses. D'ailleurs, les gens sont partis. C'est ces générations de gens qui ont dû rejoindre les villes parce qu'il n'y avait pas de travail. Ils vivent dans des villes trop denses qui demain vont être des villes surchauffées. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet canicule. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir combien va coûter l'immobilier, c'est de savoir si les villes vont être encore habitables quand il fera 50 degrés à Paris. Est-ce que les gens pourront vivre dans des 20 mètres carrés ? Il va faire 50 degrés à Paris. Il va faire 50 degrés à Paris parce que de toute façon, vous l'avez souligné, mais en fait, les pays, pas la France, les autres pays continuent à émettre, la température continue à se réchauffer. Quand il fera très chaud dans des villes avec des gens qui vivront dans trop petits, les villes seront inhabitables. Donc une des solutions, c'est de croire à la nature en ville et c'est de croire à la nature à la campagne. Alors on va voir, et c'est l'histoire du réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, c'est très très discuté, mais c'est bien de poser le problème, effectivement, et on va en parler par rapport à la biodiversité. Michel Duplessis, vous avez publié là très récemment un livre très beau, une image, etc., sur le Congo Brazzaville, enfin la République du Congo, et je voudrais savoir, vous y allez très très souvent, et puis vous n'êtes pas allé que là, vous avez parcouru l'Afrique, qu'est-ce que se fait là-bas à propos, ce qui se fait par rapport à la biodiversité ? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ? Alors, il y a une prise de conscience, parce que déjà, il y a un président de la République qui est sensible à ces sujets, le président Sassou Nguesso, qui a une vraie sensibilité à l'afforestation. Donc il a initié une journée de la plantation de l'arbre depuis 1984 ou 86, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il est sensible. Et pourquoi un beau livre sur le Congo ? Parce que, c'est un pays magnifique, c'est un pays magique et à la fois mystérieux. Et c'est un peu ce type de pays qu'on pourrait mettre en exergue aujourd'hui, au moment des discussions à Bakou, au moment de la COP29, où on se parle, des discussions nord-sud, africains, pays occidentaux, parce que pour mémoire, la pollution atmosphérique, c'est plus de 90% l'hémisphère nord et moins de 10% les pays d'hémisphère sud. Donc, ce pays cristallise bien par ses... L'Inde et la Chine font partie de l'hémisphère sud. Nord. Oui, nord. Ah, d'accord. Vous ne mettez pas Non, mais c'est l'hémisphère nord. D'accord. Je veux bien. Cher André. Correction géographique admise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on fait d'un pays de 5 millions d'âmes, de 350 000 km², avec une biodiversité assez analogue à celle du Costa Rica, avec 8 à 10% de la biodiversité mondiale. C'est un vrai sujet, puisque le pays n'est pas une vaste plaine. Ça abrite quand même la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo. Il faut savoir que les forêts abritent 65-70% des mammifères, et qu'en supprimant les forêts à hauteur de 4, 5, 6 millions d'hectares par an en fonction des années,
vous limitez l'habitat naturel, comme c'était évoqué tout à l'heure. Donc ce pays-là, aujourd'hui, a besoin forcément de subventions. C'est tous les enjeux des pays africains, c'est de pouvoir, suite à la COP de Paris, d'avoir des subsides, d'avoir des financements pour à la fois quitter progressivement les énergies fossiles dont ils dépendent et avoir un financement pour préserver leurs forêts, leurs tourbières et leur biodiversité. Ouais. Donc, enfin, il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont, par justement l'exploitation de leur énergie souterraine, vous savez, beaucoup d'argent. Je veux dire, j'espère qu'ils utilisent une partie de leur argent à développer cette biodiversité. On peut l'espérer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine. J'imagine. Alors, vous imaginez, et vous avez raison, justement, on va parler de ça. Alors, biodiversité, juste une question, Michel Duplessis. Est-ce qu'on a des chiffres sur, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé en Amazonie, ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui, malheureusement une destruction terrible. Est-ce qu'il y a vraiment, vous citiez 1 million d'espèces, est-ce qu'il y a vraiment, on voit au fil des années, une extinction, je dirais, de certaines faune et flore? Alors, tout dépend des pays, mais d'une manière générale, c'est un peu comme le temps d'aujourd'hui, hein, les chiffres sont assez maussades, sont assez anxiogènes. On a perdu 70% de la biodiversité sur les 60-70 dernières années. 70%. Ah oui, carrément. Carrément. Et si vous étiez au One Forest Summit de Libreville ou au sommet des 3 bassins forestiers à Brazzaville en octobre l'année dernière, on sait qu'aujourd'hui, la déforestation, c'est vraiment central dans la disparition de la biodiversité. 90% de cette déforestation est liée à l'alimentation humaine, à la manière de se nourrir. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'on focalise beaucoup sur le carbone, etc. La manière dont les humains se nourrissent est extrêmement clé. Quand vous êtes ému de voir les forêts amazoniennes brûler devant votre côte de bœuf, c'est que vous n'avez pas complètement compris la manière dont sont nourris les animaux aujourd'hui. Donc il ne faut plus manger de la côte de bœuf. Alors il faut en manger de la très bonne et très peu. D'accord. Parce que la surconsommation d'animaux, c'est 90% de la déforestation sur les 5 dernières années. Alors ça ne plaît pas beaucoup, mais aujourd'hui, dans le monde, on tue 215 millions de poulets par jour. Ce sont des chiffres astronomiques. Et la plupart de ces animaux ont besoin de compléments alimentaires, notamment pour les pays d'Occident et d'Amérique du Nord. Et cette viande, ces animaux que nous mangeons, est nourrie avec de la farine de tourteau de soja, qui est plantée malheureusement au détriment de la forêt amazonienne. Ouais, c'est les Donc du contradictions, peu, cher André, mais du bon. Contradiction du capitalisme mondial. Hein. On peut le dire, ça, quand même. En France, on a doublé quasiment notre consommation de viande depuis 1970 et aucune raison. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Maud Lelièvre? Je partage le constat. Hein. Surpêche, surchasse et contrebande d'animaux font partie de pressions importantes sur la biodiversité. Et je vous rejoins, en fait, on n'a pas encore réussi à faire passer dans l'opinion publique le lien entre son mode de déplacement, son mode de consommation, le t-shirt que un ado va acheter à pas cher sur un site internet et le lien avec les populations locales. Parce qu'il y a la destruction de la biodiversité, mais il y a aussi toute la destruction des écosystèmes sociaux, des villageois. Nous, ce qu'on constate avec l'UICN, on intervient dans beaucoup de pays d'Afrique, directement à la source pour accompagner les populations locales, c'est que quand une grande major de l'industrie déforeste pour faire des plantations, pour faire des crédits carbone, ou parce qu'elle va importer de façon massive du riz pour nourrir sa population, dans le même temps, la population, elle s'en va, elle migre, elle va faire des favelas et des bidonvilles autour des grandes capitales africaines. Et on a les mêmes phénomènes en Amérique du Sud. Donc ce qui est essentiel, c'est de se dire que si on veut que les gens aussi puissent continuer à vivre sur leur territoire, c'est qu'il faut accompagner, avoir des programmes locaux et prendre conscience qu'il y a forcément un lien entre cette destruction, notre consommation à nous qui est beaucoup trop élevée, et puis la vie des gens dans le futur et dans les prochaines années. Et le taux d'extinction, effectivement, dramatique. Mais justement, vous parlez de ça. Donc, en fait, tous les deux, ce que vous dites, je dirais, en in petto, c'est que c'est politique, tout ça.
Je veux dire, c'est des choix politiques par rapport à tel ou tel choix sur l'extinction, sur l'alimentation, etc. C'est politique, au sens large du terme. Je ne dis pas au sens droite-gauche du terme. Hein. Économique surtout. Enfin, on est dans. Pour reprendre un exemple concret, nous on travaille au Sénégal. Au sud de la Gambie, vous avez des populations qui vivent dans des zones où pour cultiver du coton pas cher et très blanc, on met beaucoup de pesticides. Ce coton va être exporté, va être filé, va faire des t-shirts au Bangladesh et va revenir à 1,50 € sur des sites chinois ou sur des grandes majors de la distribution. C'est l'acte premier pour la population, c'est l'acte de consommation. Et puis pour les États, c'est de faire des négociations qui ressemblent à quelque chose. Moi, il y a une chose dont je voudrais parler qui m'a beaucoup choquée, c'est la façon dont s'est terminée la COP 16, qui était la COP biodiversité en Colombie. C'est la première fois que c'est arrivé, mais une partie des gens qui n'étaient pas d'accord sur le texte final sont partis, comme dans une assemblée générale d'étudiants, et ils ont fait tomber le quorum, parce que pour qu'une assemblée puisse délibérer, il faut un nombre suffisant de pays. Et au lieu d'essayer de trouver des accords, ça arrive tout le temps, donc c'est compliqué de mettre en place sur les accords, ils sont partis de la salle et la COP s'est arrêtée sans qu'il y ait de texte final. Et en fait, ça c'est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une individualisation des États repliés sur leur population, sur leur nationalisme, sur l'idée de préserver à tout prix leur économie nationale, sans voir cette interconnexion. On ne peut pas vouloir des grands accords et sortir de la salle. Oui, mais vous posez la contradiction, hélas, qui est fondamentale. D'ailleurs, j'aimerais avoir aussi l'opinion de Michel Duplessis, parce que effectivement, on a entendu, d'ailleurs, et moi j'avais interrogé des responsables indiens et chinois et autres qui vous disent, attendez, vous êtes bien gentils, vous les Occidentaux, vous avez vos frigos, votre truc, vous avez atteint votre niveau de consommation, et nous on n'est pas là, et vous voulez que vous nous dites CO2 et compagnie. Je veux dire, je dis pas qu'ils ont raison ou pas, mais vous entendez beaucoup ça, et ceux qui sont partis, malheureusement, il y a de ça. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'un des problèmes fondamentaux? C'est-à-dire qu'ils disent, attendez, vous êtes bien gentils, vous, les bons Occidentaux, les Français, les Anglais, les Américains, et nous, on n'en est pas à ce stade. Donc, vous voulez que nous franchissions l'impact, que nous fassions les sacrifices de consommation que vous ne faites pas. Alors, dans les pays du Sud, malheureusement, souvent, il n'y a pas un grand choix. Les sacrifices sont faits de fait, puisqu'il y a un niveau de vie... il y a plus d'1 milliard de gens qui vivent avec $1 par jour. 80% des êtres humains n'ont jamais pris l'avion. Donc, il faut le rappeler. Oui. Il faut le rappeler. C'est dans l'hémisphère sud, il y a évidemment certains problèmes dont nous débattons chez nous. Ils aimeraient avoir ce type de problème également. Ils n'en sont pas encore arrivés à ce qu'on peut, nous, avoir comme souci. Mais pour en revenir à la biodiversité, la manière de s'alimenter sera clé. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans le débat public. Consommer une tomate au mois de décembre, c'est une ineptie. Qu'elle pousse sous serre à côté de Nantes ou qu'elle vienne par avion du fin fond d'Amérique du Sud, ça reste une ineptie. Une ineptie économique, écologique, et une ineptie parce que votre corps n'en a pas besoin au mois de décembre. C'est pour s'hydrater. Et c'est de juin. Une espèce de luxe. En fait, la nature, quel que soit l'endroit où vous vivez sur Terre, vous approvisionne en produits dont vous avez besoin pour votre alimentation. Donc vous dire, la nature vous permet de vivre où que ce soit, n'importe quelle latitude. L'hiver, vous faites des soupes, ça tombe bien, les plantes, les légumes, les plantes racinaires poussent, et on n'écoute plus assez la nature. On veut se nourrir de manière homogène toute l'année, et ça, c'est une catastrophe. Je pense que c'est peut-être étatique, ce sera demain peut-être coercitif, il y aura peut-être des textes de loi qui légiféreront, mais le premier bulletin de vote en ce qui concerne la préservation, c'est la carte bleue. La manière dont vous consommez, vous avez directement un impact. Oui, en fait, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Mais c'est totalement vrai. C'est ça. On va se retrouver juste après cette petite pause et on continue, et c'est passionnant sur cette biodiversité qui doit être une dimension de notre prise de conscience. Et pour toute réaction ou pour une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Biodiversité, que le salon commet en ton nom, mais c'est pour la bonne cause. Donc, avec Maud Lelièvre, président de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et combien elle a besoin d'être conservée, et délégué général des Écomères, MAIRES bien sûr, et Michel Duplessis, directeur des éditions Marque-Page. Ce livre aussi que vous venez de sortir sur la biodiversité du Congo, à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau, et puis les terres de Natae. Juste un mot, Maud Lelièvre, l'éducation, est-ce qu'elle est, à votre avis, au niveau de ce qu'elle devrait être, au niveau de nos écoles, au niveau de nos maternelles, de lycées, de collèges, ou pas? Pas suffisamment. Je pense qu'il faut vraiment faut pas faire trop de choses théoriques, il faut recréer ce lien avec la nature. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Moi, je serais assez favorable à ce qu'on ait des cours de cuisine aujourd'hui dans les écoles qui permettraient de travailler avec les produits de saison. Il faut que les enfants soient impliqués sur le travail de proximité, ce qu'ils peuvent faire à proximité. On a des exemples, par exemple un exemple très réussi à Saumur où c'est les étudiants qui ont replanté une forêt avec l'association Jane Goodall et qui s'occupent d'entretenir de la forêt depuis 2 ans. Concrètement, ils voient qu'il faut arroser les arbres sinon ils meurent. Il faut désherber de temps en temps, etc. Donc il faut créer un lien, mais un lien qui soit pas que théorique. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met tout et n'importe quoi dans les programmes. On fait trop de choses. Les enseignants n'ont pas forcément le temps. Et la nature, ça doit pas être juste un item à cocher sur une case, sur une liste, mais en fait, il faut vraiment remettre ça au cœur des programmes et du lien éducatif, parce que la nature, on en a partout. On en a dans ses projets de vie, on en a dans son alimentation et dans la façon dont on va élever ses enfants plus tard. Tout à fait. Et je vais vous dire aussi, moi je dirais autocritique au niveau des médias. Enfin, vraiment, on devrait beaucoup plus parler. Vous parlez de l'exemple de Saumur. On devrait beaucoup plus parler des choses qui se font. On a l'habitude, on bavasse pendant des heures sur tel ou tel homme politique ou autre, et ces éléments de langage, au lieu de parler des réalisations. Et je crois que sans faire, c'est pas les good news simplement, c'est qu'il y a des gens qui créent, qui font, et que c'est très important d'accompagner, de faire savoir. Savoir faire, oui, mais faire savoir, c'est quand même pas mal. Michel Duplessis, par rapport à la nature, vous parliez hors antenne, vous disiez justement que cette déforestation, enfin le drame mondial, la déforestation. Et est-ce que quand même aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, je me rappelle ce film, vous avez tous vu Soleil Vert extraordinaire qui montre ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience? Est-ce qu'on a même pu, que ce soit en Amazonie ou en Afrique ou ailleurs, on a pu stopper la dégradation ou pas pour le moment? Alors on la stoppe absolument pas. On la dégrade moins vite. C'est là où c'est subtil. Parce qu'avant le Bolsonaro, c'était déjà très dégradé. On lui incombe aujourd'hui la destruction complète d'une partie de l'Amazonie. Mais en réalité, c'était plus important même avant son arrivée. Et ça reste avec Lula, il y a une vraie prise de conscience de nouveau. Mais là, on continue de détruire les forêts dans le monde. Et une forêt qui s'assèche, c'est une forêt. La forêt est très intelligente. Les arbres s'auto-humidifient. Par exemple, en Amazonie, vous avez plus d'humidité dans la canopée que même dans le fleuve intrinsèquement. Et quand vous coupez des arbres, les forêts s'assèchent. Si elles s'assèchent, elles brûlent. Et c'est aussi pour ça qu'on constate qu'il y a un nombre de feux de forêt en augmentation dans le monde. Ne touchons pas la nature. Ouais, c'est-à-dire protégeons-la et... Protégeons-la pour nous protéger nous. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de lien consubstantiel entre l'humain et la nature, mais pas le faire, je dirais, de façon religieuse, de faire de façon pragmatique et pratique, quoi. C'est tout le problème. Absolument. Maud Lelièvre, sur des villes, vous êtes conseillère de Paris, et en France en général, est-ce qu'il n'y a pas eu justement, je vous demandais, ce chapitre de la biodiversité, parce que c'est vrai que les problèmes que vous posez sont extrêmement importants et réels, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, je ne sais pas ce que vous pensez, de ces manifestations, où on a vu des manifestations un peu spectacle, un peu intempestives, est-ce qu'elles ne détournent pas l'attention des vrais problèmes? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Les jeunes qui manifestent souvent, c'est leur façon d'expression en se disant il y a quand même une urgence qui est peut-être pas partagée.
Alors après, on peut avoir un point de vue divers et varié, mais en tout cas, ce qu'on constate côté des villes, c'est que les citoyens sont quand même impliqués, jeunes et moins jeunes, justement, et revendiquent le fait de pouvoir participer aux affaires publiques. Un exemple, c'est pouvoir avoir des jardins partagés à côté de chez soi, ou entretenir des friches, ou travailler, animer des ateliers, faire des ateliers d'éducation à l'environnement, construire. Il y a un programme que j'aime beaucoup, c'est celui de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, qui dit en gros, faites un refuge, même si vous avez juste un petit balcon, évidemment si vous avez un jardin, mais faites un refuge, un lieu accueillant, et puis nourrissez les animaux l'hiver, protégez-les. On voit qu'il y a des milliers de citoyens qui s'engagent. Donc il y a plein de formes d'engagement, et je crois que avec ce soutien citoyen, avec aussi la prise de conscience, on a des maires qui essaient d'imaginer des solutions pour demain, de trouver des solutions assez innovantes. C'est ce qu'on met en exergue à travers le Salon de biodiversité. C'est qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tous les outils techniques, on n'avait pas forcément les outils et les indicateurs qui permettent d'évaluer, parce que la biodiversité, comme le reste, ça s'évalue. Aujourd'hui, on a des atlas de la biodiversité dans les communes qui sont une méthodologie qui permettent de préserver l'environnement. On a des solutions alternatives pour faire les pavés plutôt que de faire uniquement du revêtement goudron. On a des possibilités d'aménagement des façades. Donc tout ça, c'est un projet commun. Parfois, il faut plus que l'échelle d'un mandat pour le mettre en œuvre. Mais l'exemple de la manifestation de Porte de Versailles, c'est qu'il y a plein de solutions. Il faut mieux les faire connaître et parler des choses positives. Parler des exemples réussis, montrer que c'est pas que du gadget ou des plaidoyers, et qu'il faut pouvoir associer sa population locale pour que ce soit efficace dans le temps. Alors justement, avec les terres de Natae et Michel Duplessis, je voudrais savoir, vous dites que vous avez reçu 200 000 personnes, en gros, jusqu'ici. Cette année, oui. Cette année. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je veux dire, qu'est-ce que vous savez, quand ils viennent là, ils regardent, etc. Quelles sont leurs réactions ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Déjà, il y a la magie du lieu et le fait de voir des animaux, hein, ça c'est fondamental. Notamment pour les plus jeunes, la magie opère. Et ce qu'ils disent en sortant du parc, souvent, c'est on a pris conscience de la fragilité de la nature, des espèces qu'on n'imaginait pas menacées. C'est ça, sans que ça soit un discours qui soit pénalisant ou non, je comprends. on souhaite juste faire passer des messages sur le rôle de chaque espèce, chaque animal. C'est un grand orchestre, la planète, et chaque animal joue sa partition. Et quand on a une intervention de l'homme, souvent, ça se termine de manière désastreuse. Et parfois indirectement, sans grande prise de conscience. Vous avez par exemple aux États-Unis plusieurs millions, les gens ont beaucoup de chats, les Américains ont beaucoup de chats. Il faut savoir que c'est plusieurs milliards d'oiseaux qui sont tués grâce aux chats domestiques ou à cause des chats domestiques aux États-Unis. Il faut qu'on soit moins interventionniste. On fait partie de la nature ne nous appartient pas. Je pense qu'on aura franchi un grand pas quand on aura pris vraiment conscience de ça. En même temps, il faut dire, je crois qu'il ne faut pas aussi tout mettre sur l'homme. Je pense que l'homme a pu, enfin à certaines reprises, protéger la nature. Il y a eu quand même des actions extrêmement bénéfiques. Bien sûr. On le voit par exemple en République du Congo, il y a 4 parcs qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dernier en septembre dernier, à Odzala, par exemple, qui est une très grande réserve de gorilles, sans doute autour de 100 000 gorilles encore dans cette réserve. Le fait d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une récompense pour évidemment le président, le gouvernement, mais c'est aussi une récompense. C'est protégé, bien sûr. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, mais c'est une récompense pour les habitants, pour tous ceux qui œuvrent au quotidien. Donc oui, il y a beaucoup de très belles actions, micro-actions, qui sont faites de par le monde, bien évidemment. Et c'est ça le plus important, peut-être, Maud Lelièvre, c'est ces micro-actions. Je veux dire, c'est ce que font les gens, on voit très 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 bien. Moi, j'étais à Washington pendant une semaine, et je suis allé à Shenandoah et en Virginie, et j'ai rencontré des éleveurs. C'était passionnant de voir la manière dont ils parlaient des circuits courts, de comment effectivement nourrir les gens déjà autour, et que
Ils avaient d'ailleurs, ils disaient, vous savez, tout ce que j'aimerais faire est illégal. Je suis un grand légaliste, mais tout ce qu'il faudrait faire, c'est illégal. C'est-à-dire, ils parlaient des normes. Vous savez, il faut en parler aussi, de la surabondance des normes. Quelquefois, c'est bien. Alors, oui, pour les pesticides, tout ça, quelquefois, ça ne sert à rien. Et il expliquait très bien, c'est quelqu'un qui a une grande ferme et qui vend, alors il a des cochons, il a des vaches, il a des poules, et puis il vend ça un peu autour dans la région. Et ça permet d'un côté de casser les prix et d'un côté de nourrir. On aimerait retrouver ces espèces de circuits courts. Et la personne que j'ai rencontrée, j'ai passé une journée avec lui. C'était absolument passionnant. Par exemple, un truc. Moi, je suis un novice total, un ignorant total. Alors lui, il a des vaches et tous les jours, il les change de près. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, parce que l'herbe devient sèche, donc changement des vaches réjouit les veaux, comme dit le proverbe. Eh bien, tous les jours, et ces poules aussi, il les fait circuler. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose, je ne sais pas si en France tout le monde fait ça, mais ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point, quelquefois, la France, pays agricole, vous le savez, il y a 50 ans encore, on était à quelques millions, aujourd'hui on sait à combien on est, et vous êtes petite fille d'agriculteurs, eh bien, enfin, c'est eux qui devraient nous nourrir. On devrait être nourri par eux, pas par les poulets ukrainiens et par autres. J'ai rien contre les poulets ukrainiens. Mais enfin, il y a un problème quand même. Comment on n'arrive plus en France à se nourrir alors que on a tout pour ça? Je sais pas, j'aimerais avoir votre point de vue. Il faut retrouver les circuits courts et il faut justement les soutenir avec les villes, les collectivités locales pour permettre aux agriculteurs de bien vivre sur leur territoire. C'est peut-être, au lieu de vouloir se tourner vers des majors de l'alimentation, se tourner vers son agriculteur pour approvisionner ses cantines, comme c'était fait avant, comme c'était fait il y a 20 ans, pour approvisionner ses maisons de retraite. D'autant plus que c'est souvent plus meilleur sur le plan gustatif, si on veut que les gens s'intéressent à la nourriture. C'est pas avec des produits lyophilisés ou surchauffés qui ont été produits il y a une semaine que ça leur donnera envie. L'alimentation, c'est au cœur quand même de notre tradition et c'est au cœur de nos territoires. Moi, je connais beaucoup de collectivités, de maires qui se battent. Un exemple, Mouansartou, qui est dans le sud de la France, qui a fait une cantine depuis une vingtaine d'années, où les enfants vont voir les légumes, vont les récolter, participer à la production de soupe. Et puis, on a ce lien de proximité. Donc, alimentation locale, pas forcément bio, mais en tout cas locale, de proximité, de saison. On va se retrouver juste après cette petite pause avant de conclure. Mais en tout cas, vous me donnez vraiment l'idée, tous les deux, il faut qu'on fasse une émission spécialisée sur ce qui se fait. Parce que, vous savez, on a tendance, et c'est pas, on dit oui, mais on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est pas du tout les trains qui arrivent à l'heure, c'est la création de trains qui arrivent à l'heure. C'est tout à fait différent. On va y penser. Sud Radio, c'est votre opinion. France.fr, le premier site d'articles français et patriotes.